qui va en gros faire un peu de théorie, mais adapté et surtout ciblé sur la Haute-Loire, sur tout ce qui est changement climatique, évolution et craintes qu'on peut avoir par rapport aux évolutions à venir. Benoît Arnaud, du Conservatoire botanique. Donc le voisin, Voilà. c'est Médéric qui va se présenter ici. Médéric Aubry, je suis le chargé de sylviculture territoriale et référent changement climatique à l'Office national des forêts sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les deux derniers illustreront sur le ressenti que peuvent avoir des botanistes qui travaillent au conservatoire botanique ou des forestiers qui ont à gérer déjà dès aujourd'hui des forêts avec de sérieux problèmes de dépérissement et de mortalité. Voilà, donc je vais laisser la parole à Cyril, excusez-moi. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Bon. Vous pouvez m'excuser si c'est un peu hésitant, des fois ça fait plusieurs années que je n'ai pas fait ce genre de présentation. Donc il se peut qu'il y ait des petits couacs qui étaient pareils. Donc oui, l'idée c'est de voir un petit peu, vous en entendez parler souvent, mais donc de faire un petit peu le point sur, pour ceux qui ne seraient pas spécialistes, on va dire, ou des amateurs vraiment pointus, de voir un petit peu les mécanismes qui sont en jeu pour le changement de climat qui est en train de nous affecter depuis plusieurs décennies, et de voir un petit peu les perspectives dans le futur, et en particulier, sur la fin, j'évoquerai un petit peu ce que l'on peut attendre, et malheureusement sans doute craindre, pour le Velay en particulier. Donc, déjà pour donner un petit peu une idée du déroulement de notre présentation, on va s'attacher à reprendre un petit peu les mécanismes naturels qui sont en jeu dans l'évolution du climat, parce qu'il évolue en fait en permanence. C'est le changement que l'on observe aujourd'hui est certes peut-être inhabituel dans l'histoire de la planète, pour des raisons que l'on va expliquer ensuite, mais le climat évolue tout le temps. Et depuis la naissance et l'arrivée du vivant, et même avant, on avait un climat sur la planète toujours en évolution. Donc ensuite, nous allons voir en quoi l'homme intervient depuis quelques siècles, on va dire surtout un siècle sur ce climat. Et on verra donc ensuite les conséquences observées déjà à l'échelle de la planète et ensuite en France et en Haute-Loire. Et pour le dernier chapitre, ce qui risque de se passer à moyenne échéance et peut-être même plus longue échéance, et les conséquences à l'échelle mondiale, à nouveau, et ensuite en Auvergne, ce qu'on peut craindre en Auvergne. Alors déjà, pour parler du climat, il faut quand même définir un petit peu de quoi il s'agit. Donc il y a beaucoup de définitions possibles. Certains font la distinguo entre la météo, qui est, on va dire, l'état de l'ensemble des paramètres météorologiques à un moment donné. Et en revanche, le climat, pour un espace donné, c'est l'ensemble des valeurs moyennes de ces différents paramètres météorologiques, donc classiquement la température, la pression, les précipitations, l'ensoleillement, etc. Mais aussi leurs variations temporelles et spatiales sur l'espace en question. Parce que si je vous donne une moyenne, je peux vous donner une moyenne de température qui est à 10 degrés, mais si elle varie entre 5 et 15, et si elle varie entre moins 30 et plus 50, ce ne sera pas la même chose. Donc les variations sont également très importantes. Et il faut savoir que donc ces valeurs et leurs variations sont en fait le résultat de beaucoup d'échanges d'énergie entre de nombreux acteurs, et tout cela aboutit à un équilibre qui est donc en perpétuelle évolution. C'est pour ça que le climat change tout le temps. Et on a pour habitude de désigner l'ensemble de ces acteurs qui agissent en fait donc sur le climat comme le système climatique. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce système climatique? C'est qu'en fait c'est une machine complexe, j'aurais pu même mettre très complexe, qui fait intervenir énormément de composants qui sont presque tous en interaction les uns les autres. Et donc ça rend les choses vraiment compliquées quand il s'agit de comprendre comment cela fonctionne, et encore plus quand on veut essayer de prévoir
ce que cette machine, comment cette machine va évoluer. Alors, le deuxième point très important, c'est que l'unique moteur, on va dire, de cette machine, c'est l'énergie solaire. On n'a que deux sources d'énergie naturelle sur la planète Terre, en fait. C'est l'énergie solaire et l'énergie interne, donc l'énergie qui est liée à la chaleur emmagasinée à l'intérieur même de la planète, mais elle n'a quasiment aucune influence, cette énergie, sur le climat. C'est vraiment l'énergie solaire qui détermine tout, qui est à l'origine de tout. Alors, il faut bien avoir en tête aussi que le bilan de ce système, ce qu'on appelle le bilan radiatif, c'est-à-dire l'énergie reçue par le Soleil est positive à l'équateur et négative au pôle. C'est-à-dire que le système reçoit beaucoup plus d'énergie, reçoit de l'énergie à l'équateur et il en renvoie plus, en revanche, au pôle. Et c'est ensuite la circulation de l'atmosphère et des océans qui va parvenir à équilibrer ce bilan. Sinon, on aurait vraiment très très chaud du côté de l'équateur et encore beaucoup plus froid du côté des pôles. Et ensuite, les variations naturelles du climat sont causées essentiellement par des forçages externes à ce système. On va expliquer un petit peu après en quoi ça consiste, un forçage. Et par de la variabilité interne. Du fait que c'est une machine complexe, il y a tout un tas de paramètres qui ne cessent de varier à l'intérieur même de la machine. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'unique source d'énergie sur le système Terre, c'est le Soleil, qui envoie du rayonnement dans le domaine visible, qui va traverser l'atmosphère et va toucher la surface de la Terre. Donc, comme on le voit, du fait de sa forme sphérique, la Terre va recevoir les rayons solaires vont arriver avec un angle beaucoup plus proche de la perpendiculaire du côté de l'équateur et proche de la parallèle du côté des pôles. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup plus d'énergie qui est reçue par la planète Terre près de l'équateur et beaucoup moins près des pôles. Alors cette arrivée d'énergie va être captée par la surface de la Terre, mais tout corps qui a une certaine température va avoir tendance à renvoyer une partie de l'énergie, du rayonnement qu'il reçoit, mais en plus, un corps qui a une certaine température envoie lui-même du rayonnement thermique. Si j'approche ma main de votre corps, très près, vous allez sentir de la chaleur sans même qu'il y ait contact. Ça vient du rayonnement de ma main, de l'énergie que je perds, moi, par rayonnement. Et là où va intervenir l'atmosphère, c'est qu'elle va en fait intercepter une partie du rayonnement visible solaire, mais elle va aussi intercepter, et là dans de plus grandes proportions, le rayonnement qui est émis par la surface terrestre. C'est ce qu'on appelle le fameux effet de serre. Alors donc là, vous avez une illustration avec les températures moyennes sur la planète de l'énergie qui est reçue beaucoup plus intensément vers l'équateur que vers les pôles. C'est pour ça que vous avez une température moyenne qui peut avoisiner les 30 degrés du côté de l'équateur. Là, c'est la moyenne annuelle. Donc une moyenne qui s'approche des 30 degrés par endroit sur la zone équatoriale. Et en revanche, sur l'Antarctique, on peut aller jusqu'à des valeurs qui approchent les moins 40 degrés. Donc 70 degrés d'écart du fait de cet écart de rayonnement reçu. Mais heureusement, donc, il y a, comme je vous le disais, l'atmosphère et les océans qui vont rétablir un certain équilibre. Alors le fameux effet de serre, vous avez une illustration ici. Donc, on voit le rayonnement ici, le rayonnement incident du Soleil qui arrive. Il y en a une partie qui est absorbée par l'atmosphère, une partie qui va être réfléchie par les nuages, les aérosols et l'atmosphère elle-même, et une partie qui va être réfléchie par la surface. Donc tout ça, ça repart. La partie qui est absorbée par la surface
fait chauffer la surface de la Terre, et celle-ci va, avec la température qu'elle va acquérir, va se mettre à rayonner, et elle émet ici donc la partie rouge, c'est la partie qui est émise par la surface terrestre, mais elle est interceptée à la fois par l'atmosphère, les gaz dits à effet de serre de l'atmosphère, et les nuages présents dans l'atmosphère. Et ils vont réémettre une partie très importante de ce rayonnement. Hein, vous voyez, il y a près de 400 watts par mètre carré qui sont émis par la Terre. Il y en a quand même 342 qui sont réémis par les gaz à effet de serre et les nuages bas. En fait, c'est essentiellement les nuages bas. Enfin, il y a les nuages aussi d'altitude qui peuvent broyer pas mal d'énergie. Et donc ces fameux gaz à effet de serre, donc, ce sont des gaz présents dans l'atmosphère qui ont cette caractéristique de laisser passer une grande partie du rayonnement solaire, mais par contre, comme le rayonnement émis par la planète Terre est à une longueur d'onde différente, ils en interceptent beaucoup plus et en renvoient beaucoup plus. C'est cet écart d'interception, on va dire, des différents rayonnements qui va donner un effet de réchauffement à la planète Terre. Alors là, il y a un petit souci technique qui a coupé la partie qui donnait les principaux constituants naturels des gaz à effet de serre. Donc je vais vous poser une colle du coup. Est-ce que vous avez une idée des principaux gaz à effet de serre présents naturels, présents dans le... Bah oui, c'est de l'eau. Voilà, alors le plus important, en fait, on l'oublie trop souvent, c'est la vapeur d'eau. Hein, la vapeur d'eau est responsable de plus de la moitié de l'effet de serre sur la planète Terre. Donc ensuite, effectivement, en ordre d'importance, il y a le dioxyde de carbone. Ensuite, le méthane, voilà. Le méthane est aussi assez important, mais après le dioxyde de carbone. Et on a également, avant même le méthane, autant pour moi, avant le méthane, il y a aussi, est-ce que quelqu'un a une idée? C'est lié à l'agriculture. Voilà, protoxyde d'azote. Voilà. Donc, qui sont présents naturellement, mais qui malheureusement, depuis quelques décennies, sont apportés en plus grande quantité par l'activité humaine. Donc bravo, vous avez une bonne idée des gaz qui ont cet effet dans l'atmosphère. Et donc, maintenant, on va regarder un petit peu quand même les différents acteurs climatiques dont je parlais tout à l'heure. Donc vous avez le principe général, un moteur, le rayonnement solaire, l'atmosphère qui va exercer un effet de serre qui permet de réchauffer notablement la température de la planète. Bon, aujourd'hui, on est entre 14 et 15 degrés de température moyenne sur l'ensemble de la planète. Est-ce que quelqu'un sait la température que l'on aurait si on n'avait pas d'effet de serre? Moins 18 degrés. Donc autant dire qu'on ne serait pas là pour discuter de... On aurait un peu moins chaud. Non, il n'y aurait pas de vie possible en fait, sur Terre. Il n'y aurait pas assez d'eau liquide présente. Voilà. Donc c'est grâce à l'effet de serre que nous sommes vivants. Alors c'est un argument un peu spécieux qui est utilisé par certains, ceux qu'on appelle climato-sceptiques, qui disent c'est une bonne chose l'effet de serre. Oui, effectivement. C'est pas l'effet de serre le problème, c'est l'augmentation de l'effet de serre. C'est un peu comme si on vous disait vous avez trop de sel. Mais oui, mais le sel c'est nécessaire pour vivre. Oui, mais si vous avez trop de sel dans le corps, vous allez en mourir. Donc tout est affaire de dosage. C'est comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Donc pour évoquer un petit peu la complexité de la machine climatique, vous avez là les différents éléments. Donc c'est des échanges d'énergie en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, constants, permanents entre tous ces acteurs. Donc ce qu'on appelle la cryosphère, constituée de tout ce qui est l'eau solide, donc banquise, donc la glace de mer, les glaciers et les calottes glaciaires présentes sur le Groenland et l'Antarctique. Il ne faut pas oublier que donc, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires fait augmenter le niveau des mers. En revanche, la fonte de la banquise, ça ne change pas la hauteur de l'eau. Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle l'hydrosphère, donc
Les océans, qui, rappelons-le, ont un rôle majeur puisqu'ils recouvrent déjà 70% de la planète, et ils représentent des volumes énormes d'eau qui vont avoir un effet très important d'amortisseur justement des phénomènes d'augmentation de chaleur ou de refroidissement. Vous avez donc aussi les lacs et rivières qui font partie de cette hydrosphère. Très importante, bien sûr, aussi les surfaces continentales. L'état de surface des continents va jouer un rôle important sur ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire la partie d'énergie qui arrive du Soleil, mais qui est renvoyée directement par la surface terrestre. Et cette proportion d'énergie renvoyée dépend énormément de l'état du sol. Si vous avez, par exemple, une calotte glaciaire, ou même simplement le sol qui est recouvert par la neige, une grande partie du rayonnement solaire est renvoyée par la neige. Ça veut dire qu'on a un albédo qui s'approche de 1. Et plus on va être proche de 0, ça veut dire plus la proportion de rayonnement absorbée par la surface va être importante. Et par exemple, la biosphère, ce qu'on appelle la biosphère, donc c'est l'ensemble du vivant, va avoir tendance, lui, à absorber en général beaucoup d'énergie. Donc il va avoir un albédo faible. Ce qui peut aboutir à ce qui semble un peu paradoxal, c'est-à-dire que quand si vous remplacez une forêt par un désert, eh bien vous allez avoir a priori un effet refroidissant sur le climat, parce que le désert, même si on l'associe à une température très chaude, renvoie plus d'énergie solaire qu'une forêt. Donc ça, c'est un peu contre-intuitif. Et bien sûr, après, vous avez qui intervient comme acteur le volcanisme. Alors pour quelles raisons les volcans peuvent intervenir sur le climat? Est-ce que quelqu'un se souvient un peu? Voilà, les poussières. Donc énormément de poussières qui peuvent être envoyées, projetées dans l'atmosphère. Et ces poussières, en général, ont un effet, peut avoir à la fois un effet refroidissant si par exemple on a des particules soufrées qui ont tendance à renvoyer beaucoup de rayonnement solaire, mais en revanche les suies, ce qu'on appelle les suies, c'est ce qui est un peu l'équivalent de la combustion, ce qui est produit par la combustion incomplète du bois. Ces suies vont, elles, au contraire, avoir tendance à réchauffer l'atmosphère parce qu'elles absorbent beaucoup de rayonnement solaire. Mais en général, dans un cas d'éruption, c'est plutôt un effet d'écran qui va avoir lieu. Donc, on peut avoir un refroidissement quand même significatif à la suite d'un volcanisme important. Mais à la suite de ça, il y a aussi, quand vous avez une éruption, vous avez un envoi donc de ces particules, mais vous avez aussi un envoi massif de CO2. Donc, eh bien, comme c'est un gaz à effet de serre, là, vous avez au contraire un effet réchauffant. Donc, vous pouvez avoir, quand vous avez une période d'activité volcanique importante, un effet de ciseau qui fait que dans un premier temps, vous allez avoir un refroidissement important et dans un second temps, au contraire, un réchauffement du fait de l'ajout massif de ce gaz à effet de serre. Et donc, on subodore par exemple que une extinction massive, celle qui a eu lieu je crois que c'était au Permien, une extension massive d'espèces a eu sans doute pour origine un volcanisme énorme, c'était sans commune mesure avec ce qu'on connaît aujourd'hui, qui a pu avoir un effet d'abord refroidissant très important et ensuite derrière au contraire réchauffement, et l'effet de chaud et froid a été fatal pour beaucoup d'espèces. Alors juste pour ensuite expliquer un petit peu la notion de forçage. Quand je dis que le climat évolue en permanence, c'est parce que le moteur et à la fois le moteur du climat, donc le soleil, l'énergie envoyée par le soleil, elle-même est en perpétuelle évolution. Vous avez ce qu'on appelle les facteurs astronomiques qui vont intervenir. Alors il faut savoir que nous avons une orbite de la Terre qui est en fait elliptique. Et selon le degré d'excentricité de cette orbite, c'est-à-dire que vous avez là, quand elle se rapproche vraiment
d'une orbite proche d'un cercle, et ensuite elle s'éloigne et se rapproche plus d'une ellipse. Le fait d'avoir une variation de cette excentricité va changer la quantité d'énergie solaire que va recevoir la planète. Vous avez également une influence de l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète. Et pour finir, cet axe de rotation, il a en plus tendance à tourner en quelque sorte sur lui-même. C'est ce qu'on appelle une précession. Et ça va aussi modifier ces deux changements dans l'inclinaison et dans l'axe de lui-même de rotation vont avoir une influence également sur la quantité d'énergie reçue par la planète Terre. Et on pense, c'est un climatologiste serbe, je crois, Milankovic, qui a mis en évidence qu'a priori ce sont ces variations, l'ensemble de ces trois variations qui seraient à l'origine, sur les 3 derniers millions d'années, à l'origine des passages permanents entre période glaciaire et période interglaciaire. C'est-à-dire que la combinaison de ces trois changements va faire évoluer de façon sinusoïdale l'énergie reçue, l'énergie solaire reçue en moyenne par l'hémisphère nord. Donc ça va aboutir à un début de refroidissement à l'hémisphère nord et qui va ensuite se propager à toute la planète avec des mécanismes que je vais expliquer ensuite qui vont aggraver ce refroidissement ou ce réchauffement. Il y a aussi bien sûr l'activité propre du Soleil qui varie en permanence. Donc les cycles du Soleil vont avoir une incidence directe sur l'évolution du climat terrestre. Et on associe par exemple le petit âge glaciaire qui est intervenu à la sortie du Moyen-Âge. On associe le petit âge glaciaire à une baisse importante de l'activité solaire. Si on passe maintenant aux facteurs terrestres proprement dit, vous allez avoir, comme je vous expliquais, la surface selon comment le degré d'albédo de l'ensemble de la planète évolue, vous allez avoir aussi un refroidissement ou un réchauffement. Et donc, le positionnement des continents, avec, vous le savez, la tectonique des plaques qui fait que nos continents sont, à l'échelle géologique bien sûr, sont en perpétuel mouvement et donc vont avoir tendance à se placer à des endroits différents sur la planète. Et par exemple, si nous avons un climat relativement froid aujourd'hui, si on se place à l'échelle géologique, si nous avons un climat relativement froid aujourd'hui sur la planète Terre, c'est en partie lié au déplacement de l'Antarctique qui est venu se caler au pôle et qui a formé en fait un bloc froid qui renvoie énormément d'énergie du fait de ces grandes surfaces enneigées. Il renvoie beaucoup d'énergie solaire. Et donc aussi, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'activité volcanique va avoir un rôle très important par moment sur l'évolution du climat. Donc c'est ce qu'on appelle ces forçages externes, c'est-à-dire des éléments qui vont changer l'apport d'énergie que va recevoir la planète. Alors, si on se replace dans le cas qui a été étudié par ce fameux Milankovic, si on considère simplement la variation d'énergie solaire reçue par l'hémisphère nord, les variations entre l'extrême positif et l'extrême négatif, on devrait avoir une différence d'environ 1 degré en température moyenne terrestre entre une période chaude et une période froide. Or, qu'est-ce qu'on a constaté quand on fait une estimation des différences de température entre une période interglaciaire, donc celle que l'on a actuellement, et une période glaciaire qui était encore effective il y a un peu plus de 20 000 ans sur la planète, il y a plus de 6 degrés d'écart. Donc comment expliquer qu'on arrive avec une différence de température moyenne aussi énorme, alors que si on procède à un calcul simple de différence d'énergie, on n'arrive qu'à quelque chose de l'ordre de 1 degré. Eh bien là, ce qui intervient, c'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction climatique.
et qu'on appelle donc comme ceci tous les mécanismes internes du système climatique qui va amplifier ou atténuer une perturbation initiale. La perturbation initiale, dans le cas que je vous ai expliqué, c'est une baisse de l'énergie reçue, de l'énergie solaire reçue. Et en réaction à cette baisse d'énergie reçue, le système, en raison de ces boucles de rétroaction, va accentuer en fait la baisse de la température. Si on a affaire à une baisse de l'énergie, et au contraire, accentuer la hausse de la température si on reçoit plus d'énergie. C'est parce qu'en fait, le système climatique est constitué de nombreuses boucles de rétroaction, mais qui sont majoritairement positives. C'est-à-dire une boucle de réaction positive, c'est celle qui aggrave la perturbation initiale. La négative, elle atténue la perturbation initiale. Alors, il y en a énormément qui ont un effet global, d'autres qui peuvent être un effet plus local, donc je ne peux pas toutes vous les détailler, je n'aurai pas le temps. Mais je vous parle des principales qui permettent de comprendre quand même ce qui se passe. Oui. Donc, on a la vapeur d'eau. Quand vous avez une température qui augmente, vous avez la vapeur d'eau atmosphérique qui va augmenter également, parce que plus l'air est à température élevée, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Donc, vous avez un effet de serre qui va augmenter. Si l'effet de serre augmente, la température augmente aussi. Si vous avez aussi la température qui augmente, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la glace qui va avoir tendance à fondre. La surface de glace se met à diminuer. Si la surface de glace diminue, elle renvoie moins d'énergie, donc l'albédo diminue, ce qui fait que la température augmente. Et vous avez également un effet très important avec le taux de CO2 et de méthane dans l'atmosphère. Quand la température augmente, les océans peuvent moins contenir, contrairement à l'atmosphère dont je disais qu'elle pouvait contenir plus de vapeur d'eau. Quand la température augmente, les océans, mécaniquement, ne peuvent plus contenir autant de CO2. Ils vont en absorber pendant un moment, mais après, du fait de l'augmentation de la température, ils vont, ce qu'on appelle, dégazer du CO2. Et donc, on va se retrouver avec plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc, un effet de serre augmenté et la température qui augmente. Donc là, vous avez les trois principales boucles de rétroaction positive du système climatique. Et donc, vous avez le résultat ici. On va regarder vite, vous voyez. Là, c'est à l'échelle géologique à gauche. Vous avez les périodes chaudes et froides. Donc, vous voyez bien qu'effectivement, depuis 4 milliards d'années, la température moyenne de la planète ne cesse d'évoluer. Et là, vous avez quand même, à l'époque de nos fameux dinosaures, vous avez quand même des températures qui étaient à plus de 10 degrés. La température terrestre était à plus de 10 degrés supérieure à celle d'aujourd'hui. Donc on avait un environnement qui n'avait strictement rien à voir. On ne pourrait pas, a priori, survivre en tant que mammifère de grande taille à ces températures-là. Si on regarde le zoom un peu plus sur les derniers centaines de milliers d'années, bon, ça vous connaissez sans doute, hein, c'est issu des carottes de glace qui permettent de recomposer les températures passées, mais aussi les taux de CO2 qu'il y avait par le passé. Et on voit qu'il y a bien une correspondance entre l'évolution des températures. Hein, quand je vous disais qu'on était à 6-7 degrés, voilà, période glaciaire. Et là, nous sommes ici à la période interglaciaire. Et on voit bien qu'il y a un accompagnement du taux de CO2 par rapport à la température. Et là, pour finir, les dernières décennies, donc, où on voit qu'on a un climat relativement stable depuis un siècle, et puis là, on a cette augmentation qui commence à être vraiment importante. Et pourquoi on a cette hausse de température a priori? On l'explique aujourd'hui par l'apparition de l'homme et surtout de son activité depuis, on va dire, 2 siècles. Alors il y a déjà eu une influence, donc vous voyez ici le taux de CO2 qui pendant près d'1 million d'années a toujours varié entre 180 et 300 particules par million dans l'atmosphère. Et puis vous voyez tout d'un coup,
vous avez cette brutale montée. Là, aujourd'hui, on est à 415 particules par million aujourd'hui. Donc ça fait quelque chose qui est très significatif, une variation qui est vraiment significative du taux de CO2 dans l'atmosphère. Mais déjà à l'apparition de l'agriculture, il y avait une modification des sols et de la composition de l'atmosphère par nos ancêtres, mais c'était à une très très faible échelle, qui n'avait pratiquement aucune incidence sur le climat. En revanche, avec la découverte des hydrocarbures et la révolution industrielle, là vous allez avoir tout d'un coup, à partir de 1850 on va dire, mais avec une grosse accélération à partir de la Deuxième Guerre mondiale, un rejet massif de gaz à effet de serre du fait de la combustion des hydrocarbures, ça c'est un point qu'on oublie un peu trop, l'accélération de la déforestation et de l'élevage, et qui ont fait qu'on se retrouve avec beaucoup plus de gaz à effet de serre. Et le résultat, donc, si on regarde depuis 1850, la reconstitution des températures, si on part depuis les années 1900, où on était à moins 0,4 par rapport à la moyenne des années 50, on va dire. Maintenant, on est à plus 0,6, donc vous avez une augmentation de 1 degré à peu près à l'échelle mondiale en un siècle. Alors pourquoi on est quasiment certain aujourd'hui que c'est l'influence des rejets anthropiques de gaz à effet de serre? C'est parce que quand vous faites des simulations, si vous mettez de côté l'apport du CO2 humain, on va dire CO2, mais CH4, enfin l'ensemble des gaz à effet de serre humains, vous n'arrivez pas à retrouver la hausse de température observée. Par contre, quand vous l'injectez dans votre système de simulation, vous retrouvez peu ou prou cette augmentation. Alors, conséquence, je vais aller assez vite parce que vous connaissez, mais bon, voilà, c'est connu. Une baisse très rapide de la banquise. Hein. Donc, vous voyez où elle était en 1979-80, elle était de cette surface-là. Maintenant, on n'a plus que la partie en bleu foncé. Hein. Donc, c'est une réduction très rapide. Bon, ça, vous connaissez aussi. Les fameux glaciers qui reculent très vite. Alors, il faut savoir que ça va dans les deux sens. Hein. Les glaciers reculent très vite, mais ils peuvent, si vous avez un contexte de refroidissement, ils avancent aussi très vite. Hein. C'est par nature même, ils ont tendance à bouger très rapidement. Montée, bien sûr, aussi du niveau des océans, qui est de l'ordre de 20 cm en un siècle. Mais ça suffit, comme on le voit ici, pour que certaines îles soient déjà en grande difficulté. Alors maintenant, si on fait un zoom sur la France, donc je vous ai parlé de 1 degré à l'échelle de la planète. Pour la France, donc vous avez les différentes années et puis la moyenne sur 10 ans. On voit que c'est quand même relatif, il y a une petite augmentation jusque dans les années 80 de 0,5 degré. Par contre, à partir de 1980, là ça fait mal. On se prend 1 degré dans les dents. Donc sur un siècle, on est à 1,5 degré pour la France au lieu de 1 degré pour la température mondiale. Et ça s'explique parce que nous commençons à être un peu éloignés de l'équateur. C'est-à-dire, plus on est près de l'équateur, moins le réchauffement est important. Et plus on se rapproche des pôles, plus il devient important. Parce qu'il y a cette fameuse influence de la surface de neige qui diminue, enfin de glace, et qui fait que le réchauffement est plus important. La boucle de rétroaction positive dont je vous parlais, elle est plus active en fait quand on se rapproche des pôles. Alors 1 degré seulement, comme je vous disais, on pourrait se dire bon d'accord, 1 degré, un petit peu plus chaud, mais c'est pas plus mal, on se caillera un peu moins en hiver sur les plateaux altigériens. On pourra sortir les maillots un peu plus tôt, oui d'accord. Le problème c'est qu'à juste avec 1 degré depuis les années 80, voilà la conséquence. Là, une des conséquences, vous avez là un petit schéma des vagues de chaleur qui ont été répertoriées en France pour l'après-guerre.
Donc si on prend la période de 35 ans, qui va en gros 35 ans, qui va de 1947 à 1983, vous avez, là, elles sont répertoriées en gris, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 périodes de chaleur, avec une durée, là c'est le nombre de jours que vous avez en abscisse, avec une durée maximum en 76 qui a été de 15 jours, et une intensité, donc c'est une moyenne des températures ça, hein, sur l'hexagone, avec une intensité qui était montée à 28 degrés. À partir de 83 jusqu'à 2018, donc à nouveau sur une période de 35 ans, vous vous retrouvez, comme vous pouvez le voir, avec 2 fois plus de vagues de chaleur, dont une est passée à 22 jours en 2006, et avec le fameux épisode 2003, une intensité qui a approché les 30 degrés. Donc 1 degré peut-être, mais ça fait multiplier par 2 la fréquence des vagues de chaleur. Ça suffit pour multiplier par 2. En ce qui concerne les précipitations, on voit aussi une évolution. Ce que vous avez en vert, ça correspond à des augmentations du cumul annuel de précipitations sur la partie hexagonale de la France. Donc vous voyez, la partie nord a plutôt connu une augmentation et plutôt en hiver. La partie sud, c'est une diminution et parfois sensible sur la Côte d'Azur et plutôt en été, là où on a des besoins en général. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Et la Haute-Loire est un peu à la croisée des chemins. Et on va le voir d'ailleurs sur les graphiques suivants. De même, 1 degré d'écart, on voit aussi une incidence sur l'humidité des sols, puisque si vous regardez la moyenne en orange, c'est la moyenne sur 30 ans de 60 à 90. Donc ça, vous aviez cette courbe-là. 20 ans après, vous avez une courbe verte qui commence déjà à passer dessous. Donc on se retrouve avec un sol en moyenne légèrement plus sec. On peut déjà le voir, le mesurer. Si je zoome encore un peu plus sur la Haute-Loire cette fois, je vous ai mis un graphique sur les 60 dernières années de la station historique du Puy-Chadrac et de Saugues. Donc une qui est plutôt à basse altitude et une qui concerne plutôt la montagne. Et en fait, les deux sont relativement équivalents. On retrouve à peu près un écart qui correspond à la moyenne nationale de 1,5 degré. Mais comme vous le voyez, comme pour la France, c'est surtout dans les 30 dernières années, qu'il y a 30-40 dernières années, qu'il y a eu une augmentation nette. Et on ne voit pas de différence vraiment pour l'instant entre la montagne et la basse altitude. C'est équivalent aussi 1,5 degré pour ceux. Alors là, je vous ai juste mis pour vous montrer un petit peu, illustrer ce que ça fait un changement de 1 degré. Donc j'ai repris la fiche climatique de Chadrac, donc, qui a été implantée en 1928. Donc j'ai fait la moyenne sur 30 ans. Donc on voit que la température moyenne était de 9,3 degrés, annuelle était de 9,3 degrés, et la hauteur de précipitation annuelle, qui est assez faible, hein, nous sommes dans un département peu arrosé en moyenne, est de 640 mm. Alors vous avez, à partir de ça, vous avez 27 jours de forte gelée, 94 jours de gel, 18 jours quand même sans dégel, c'est-à-dire température négative toute la journée, 43 jours chauds, plus de 25 degrés, et 9 jours à plus de 30 degrés. Maintenant, si je passe aux 30 dernières années, j'ai une température qui passe à 10,4, donc 1,1 degré de plus. Mais regardez l'effet. Les fortes gelées commencent déjà à diminuer pas mal. Le gel, on a perdu 10 jours de gel. Donc juste 1 degré, 10 jours en moins. Sans dégel, on perd 8 jours sans dégel. Et par contre, du côté des jours chauds, on passe à 62 jours chauds. Et on a gagné plus de 10 jours avec plus de 30 degrés. Donc on retrouve l'effet que je vous montrais tout à l'heure avec les vagues de chaleur, c'est-à-dire
le fait de se décaler juste d'1 degré, eh ben ça a un effet beaucoup plus important sur la fréquence des événements extrêmes, que ce soit pour faire augmenter les événements chauds ou pour faire diminuer les événements très froids. En revanche, du côté des précipitations, on est toujours à 630 mm. Donc on ne voit pas de différence significative du côté des précipitations pour l'instant. Et pour l'avenir, maintenant, si on veut voir les perspectives à moyen terme, donc vous avez le dernier rapport du GIEC qui fait des évaluations. Alors, bien sûr, ce sont des projections, ce sont des prévisions, ne jamais oublier ça. Et comme on le sait, les prévisions, c'est une fiabilité qui n'est jamais de 100%. Ce que vous avez là, c'est tout ce que je vous ai dit d'ailleurs, c'est en l'état actuel de la science. Peut-être que dans un certain temps, il y a des choses qui seront remises en cause. On s'apercevra avec de nouvelles observations qu'on a mal compris certaines choses. Mais en l'état actuel de ce que l'on connaît, les projections de réchauffement ne sont vraiment pas rassurantes, malheureusement. Je suis rarement porteur de bonnes nouvelles quand je fais ces présentations. Si vous êtes obligé déjà de fixer comme hypothèse quelle va être l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, donc les climatologistes sont obligés de partir sur ces différentes hypothèses pour voir quelles vont être les prévisions à moyen terme, à l'échelle donc de la fin du siècle. Et on s'aperçoit que si on prend l'hypothèse la plus pessimiste, on est autour de 4 degrés. Et si on est à l'hypothèse vraiment optimiste, qui est déjà perdue, a priori, on resterait avec 1 degré de plus. Mais vraiment là, faut pas y croire, quoi. Les deux sont quand même assez improbables, parce que on va peut-être avoir des petits problèmes indépendamment du climat qui vont faire que nos émissions vont aussi se casser la figure. Notamment les ressources en énergie, bien sûr. Et donc, quelles seraient les conséquences dans ce cas-là ? Eh bien, selon ce rapport, si on part d'une hypothèse basse, on aurait quand même 350 millions de personnes menacées par la hausse des mers, puisque beaucoup de la population mondiale habite près des océans. Donc les villes de Bordeaux, de Nice seraient très menacées, par exemple. Des quartiers ne seraient plus habitables, a priori, parce qu'on aurait une augmentation autour de 0,4-0,5 mètres. Par contre, si on est dans l'hypothèse vraiment pessimiste, on est à plus d'1 mètre. Et là, on passe à 1 milliard de personnes menacées. Tout simplement. Donc ça veut dire autant de réfugiés climatiques. Donc il faut se mettre en tête les problèmes que l'on a déjà avec quelques millions de personnes en raison des conflits. Imaginez ça multiplié par 10 ou un facteur 10 ou pire. Et ça, c'est à l'horizon 2100. C'est ce qu'on a tendance à oublier dans les médias. Ils disent 2100, il y aura... Mais ça ne s'arrête pas là. C'est un point de référence. Et comme je dis, bon là ça a été un peu coupé, c'est pas la fin des modifications de l'environnement. Si vous continuez sur le long terme, avec la fonte des calottes glaciaires, vous voyez que ce qu'on appelle un engagement de 2000 ans, c'est-à-dire si on regarde à 2000 ans plus loin, on se retrouve avec 2 à 3 mètres de plus. 10 000 ans, c'est 6 à 7 mètres, là on est dans l'hypothèse optimiste. Dans l'hypothèse pessimiste, on se retrouve jusqu'à 30 mètres de plus. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a plus grand monde qui réside sur les bordures côtières. Et quelque chose qu'on oublie un peu trop aussi, quand on pense aux vagues de chaleur, nous on laisse assis à vraiment des températures élevées qui sont pénibles, sauf qu'il arrive un moment quand la température se combine à 1 degré d'humidité important, là vous arrivez à ce qu'on appelle un indice critique pour l'homme, et d'une manière générale pour tous les mammifères qui sont à sang chaud, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus évacuer suffisamment de chaleur par la transpiration. Et donc là, vous avez une évolution, une projection de l'évolution des zones, du nombre de jours par an où il y aurait un indice mortel pour l'homme qui serait dépassé. Et vous voyez qu'on se retrouve avec tout ce qui est près des tropiques se retrouve avec des surfaces énormes
où la vie ne devient tout simplement plus supportable parce que vous avez trop de jours où vous êtes exposé à ces conditions de température et d'humidité insupportables. Donc, oui, c'est bon, j'ai fini. Donc si on se replonge par exemple à nouveau sur la France, eh ben, nous, on va avoir à faire, par contre, on n'aura pas a priori ces conditions extrêmes pour le corps, mais malgré tout, une explosion. Hein, vous avez là toute la partie au-dessus des 20 jours, là. Toute cette partie-là, vous avez la projection jusqu'à 2100 des futures vagues de chaleur. On se retrouve avec des vagues de chaleur qui passent, là aujourd'hui le maxi, vous avez dit 22 jours, on se retrouve avec des vagues de chaleur qui peuvent dépasser les 90 jours. Donc je vous laisse imaginer les conséquences. Et avec un indice en plus qui peut Donc là ensuite je vais passer un peu, du coup là c'est pour passer le flambeau à mes collègues qui sont déjà confrontés à ces problèmes. Donc si on regarde de plus près les menaces pour l'Auvergne, donc a priori on ne sera pas menacé par la hausse du niveau des mers, heureusement, ou alors c'est que vraiment ce sera grave. Mais par contre, il y a plein d'autres problèmes. Donc là, vous avez l'illustration de la progression de la chenille processionnaire en France, hein, en l'espace de 40 ans. Mais bien sûr, il y a plein d'autres ravageurs. Mes confrères sont beaucoup mieux informés que moi là-dessus, pourront vous en parler, qui progressent à tous les niveaux. Bien sûr aussi, là vous avez une projection du nombre de jours avec un risque d'incendie très fort. Donc actuellement il n'y a que l'arc méditerranéen qui est concerné. À l'horizon, là c'est à l'horizon 2100, vous voyez que c'est l'ensemble des forêts françaises qui seraient touchées. Alors j'ai mis pour un peu en clin d'œil, si on met les menaces potentielles, on peut estimer qu'il y a une fin des stations de sport d'hiver. Donc les vagues de chaleur dans les vallées. Donc là, d'une manière plus générale, en plus des ravageurs, donc vous avez globalement une exposition de la flore et de la faune à des variations beaucoup trop rapides du climat. Donc chute de la biodiversité. Et pour ce qui concerne l'activité humaine, des cultures beaucoup plus fréquemment exposées à des épisodes soit caniculaires, soit de sécheresse, soit les deux, si on peut cumuler, autant le faire. Et là, on va avoir des problèmes de chute de rendement. C'est déjà le cas, hein, mais disons que c'est encore à des niveaux encore bien supérieurs. Donc si on veut essayer de retenir ce que je voulais faire retenir comme point vraiment important, c'est que pourquoi il y a un problème avec ce réchauffement du climat, c'est à cause de sa vitesse. Hein, c'est pas vraiment finalement qu'il se réchauffe, ou même s'il se refroidissait, c'est plutôt le problème de la vitesse. Et que malheureusement, on va dire, la nature fait que pour toute espèce, et l'être humain n'y échappe pas, c'est le climat qui détermine les zones habitables de celles qui ne le sont pas. C'est pas un hasard si on est à 100 habitants au kilomètre carré en France et à 1 pour 1000 dans le désert du Ténéré. Il y a des zones qui ne sont pas habitables. Et donc, modifier le climat, c'est modifier ces zones. Si on modifie énormément le climat, on va avoir des surfaces énormes qui vont devenir inhabitables. D'autres, effectivement, qui pourront devenir plus agréables, par exemple sur les terres froides de Russie. Mais ça veut dire qu'il y a des transferts de population qui sont énormes. Je ne pense pas que les Russes vont accueillir à bras ouverts, surtout après certains événements récents. Et donc, quand j'évoquais la vitesse aussi, voilà, c'est la vitesse du réchauffement qui est inquiétante pour la survie des espèces. Et ce qu'il faut ne pas perdre aussi de vue, c'est que malheureusement, compte tenu de l'inertie du système climatique, hein, notamment donc les gaz à effet de serre ne s'éliminent que très lentement à échelle humaine. Donc même si on arrêtait toutes nos émissions aujourd'hui, la température continuerait à augmenter dans les prochaines décennies et même les prochains siècles. Donc tout ce qui est à notre portée, c'est de limiter l'ampleur et la rapidité de ce réchauffement avec deux axes. Donc la limitation des rejets de gaz à effet de serre
mais aussi à une modification de la gestion de la surface terrestre, en particulier en agriculture, qui permettrait de stocker énormément de carbone dans le sol. Et donc, pardon, même, je voulais dire, mais bon, peu importe. Donc même dans le cas le plus optimiste, il faudra de toute façon une adaptation très importante de l'ensemble de nos sociétés, donc que ce soit sur le plan de l'agriculture, des transports, de l'habitat, donc des sociétés qui ne ressembleront absolument à rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et la géo-ingénierie par un mot. Pardon ? La géo-ingénierie par un mot. La géo-ingénierie. C'est-à-dire ? Le parasol artificiel qu'on construit. Oui, mais ça c'est très dangereux. C'est le genre de... Le Météo France, c'est pas du tout particulièrement, pas du tout construit. Non, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien d'officiel. Non, mais même... Observer le ciel. Oui, mais même si vous voulez essayer de jouer à ça, faut des moyens énormes que l'on n'a pas aujourd'hui. Non, puis c'est très dangereux parce qu'on ne sait pas ce que ça donne. Ça, c'est jouer à l'apprenti sorcier. Non, c'est parce que c'est... des fois, ils se Je vous propose de parler un petit peu de l'impact de ces changements climatiques sur la flore et la forêt en particulier, sur les arbres. Donc je laisse Benoît commencer. On fait ça en mode tour de table. Moi je vais quand même charger 2-3 images là, pour en parler un peu de physio de l'arbre, pour montrer les impacts justement sur toutes les espèces arborées. Et n'hésitez pas à intervenir. Et après, on pourra recevoir vos questions sur les constats et peut-être aussi sur les solutions. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont évoquées, de l'ordre plus ou moins rationnel. Et le défi pour l'humanité, c'est de trouver des solutions rationnelles et de commencer à réussir à penser complexe, ce qu'on n'arrive pas toujours à faire. Et donc du coup, ce qu'on peut observer au niveau de la flore, on n'a pas d'études, nous, déjà réalisées ici, comparant la répartition des plantes dans le passé et aujourd'hui. On en a une qui est en cours, au subalpin, donc dans les hautes montagnes, où il y a déjà des choses qui sont observées d'un point de vue climatique sur la répartition et la durée d'enneigement. Donc ça a des effets. Par contre, à l'échelle française, il y a eu des études des botanistes qui ont comparé la répartition des plantes avant les années 80, si on prend un certain nombre de plantes, où est-ce qu'elles ont été relevées, surtout à quelle altitude, et si on regarde ces mêmes plantes, où on les trouve après les années 80, et pour plusieurs centaines d'espèces, il y a eu en gros, si on regarde sur le gradient altitudinal, une remontée en altitude de 80 mètres. Alors ça peut vouloir dire, c'est super, les plantes finalement s'adaptent, elles bougent avec leurs petites racines, elles marchent. Bon, en gros, ce qui se passe, c'est que là où le climat est devenu trop chaud pour elles, elles ne supportent plus, elles meurent. Et à des endroits où avant elles ne pouvaient pas pousser parce qu'il faisait trop chaud, c'est moins chaud et elles peuvent germer et prospérer. Et voilà. Mais en fait, ce qui ressort, c'est que toutes les espèces ne sont pas capables de ça. Une partie, cette remontée, la remontée ne compense pas en fait l'augmentation des températures, et surtout ça se passe en montagne, mais en plaine ça marche pas, parce qu'en montagne, quand on monte de 100 mètres, on a quoi à peu près comme gradient de température? C'est 0,7 degrés. 0,7, ouais. Donc voilà, on peut assez rapidement sur une montagne, surtout si la pente est assez forte, gagner de la fraîcheur en montant. Si on est, si on doit migrer vers le sud, je crois qu'à peu près l'équivalent de montée de 100 mètres en altitude, c'est faire 100 km vers le nord. Vous imaginez que les distances à parcourir pour les plantes ne sont pas élevées. Et en plus, il y a les plantes à fleurs, des plantes annuelles qui vont faire rapidement des graines chaque année et qui vont vite faire leur vie. Et il y a des arbres qui peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Là, on imagine que c'est pas la même. Ce qui s'est passé à la fin de la glaciation, c'est que les arbres sont remontés, ont recolonisé le paysage, puisque vous savez qu'avant qu'on défriche tout, il y avait des forêts partout ici en Auvergne. Et du coup, ce qui est à peu près, on n'a pas tout défriché, mais avant qu'on défriche ce qui n'est plus de la forêt aujourd'hui, c'est à peu près quelques centaines de mètres par an qui faisaient
entre guillemets, hein, c'est pas un arbre qui faisait 100 mètres par an, mais c'est via les graines, ils parvenaient à coloniser plus au nord, voilà, à chaque fois davantage. Et ici, les changements sont tellement rapides que c'est des choses qui la steppe en fait ici. Oui, on avait la steppe. Il y a 20 000 ans, il ne faut pas oublier que quand je vous disais 5-6 degrés de moins, c'était un hiver qui durait 8 mois en France, hein, avec donc de la steppe froide, voilà, comme on trouvait avec la toundra, etc. Et donc absolument rien à voir avec ce qu'on a. Donc la vitesse de colonisation était quand même assez rapide à l'échelle géologique. On a eu un changement sur plusieurs milliers d'années. Disons que la forêt, pour la végétation, pour être ce à quoi on est habitué, avec les mêmes arbres, les hêtres, les sapins, les chênes, etc., ça a mis pas loin de 10 000 ans à bouger, quoi. Donc vous voyez, là, si le changement il est de plusieurs degrés en quelques siècles, c'est pas des pas de temps comparable. Tu peux peut-être nous en dire deux mots du coup de qu'est-ce que peuvent faire les arbres face à tout ça? Alors, c'est surtout ce qui est observé. Là, on parle des vitesses de migration. Pour vous donner un ordre d'idée. Selon, donc on n'en a pas parlé, là c'est les différents, si on en a parlé justement, des différents scénarios de forçage radiatif, hein, ça c'est le forçage radiatif, c'est pas de la température, l'augmentation, mais c'est les différentes possibilités selon la réponse sociétale à ce réchauffement climatique. Ça correspond, les 2.6, c'est ce qu'on appelle le forçage en watts par mètre carré, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on recevrait en plus sur la surface terrestre. Donc on est du optimiste au pessimiste. Voilà. Et donc là, c'est les vitesses de propagation observées de différentes espèces, dont des espèces arborées avec un gradient différent selon les espèces, en fonction de la vitesse d'évolution du climat. Et ce qu'on observe, c'est que même dans pour le scénario, ça c'est le scénario accord de Paris qui est déjà dépassé, mais même dans un scénario médian, on arrive à des limites de propagation naturelle de nos essences. Donc il y a forcément, on va arriver à des difficultés, et donc il y a des pistes en tant que forestier pour aider, pour accompagner la migration de ces espèces. C'est ce qu'on appelle la migration assistée. Alors ça peut être sur des plus courtes distances, c'est ce qu'expliquait Benoît, quand on est des essences du collinéen ou de plaine, on peut essayer de faire monter en altitude, mais il y a aussi celle de faire monter en latitude avec des espèces méditerranéennes qu'on va essayer, qu'on peut accompagner par îlot, pour éviter de faire des types de monoculture, de faire remonter des essences plus méditerranéennes, plus résistantes à la sécheresse. Je vais revenir sur l'impact des augmentations de température et d'assèchement du climat, finalement, parce que même s'il y a des précipitations qui peuvent rester les mêmes en moyenne sur une année, déjà elles ne sont pas forcément sur les périodes de végétation, et en plus le taux d'humidité atmosphérique qui baisse, donc il y a une autre transpiration qui augmente, donc ça bouleverse le fonctionnement hydraulique de l'arbre. Vous avez vu là, ces dernières années, donc, il y en avait eu en 2003, mais là on a eu une récurrence d'épisodes secs avec les années 2018 à 2020. On a eu un petit répit en 2021, qui était finalement une année normale par rapport au normal trentenaire. Et là, on vit un printemps record en termes de sécheresse. Et alors, quel impact sur le fonctionnement? Donc, je vous parlais de dépérissement. Le dépérissement, c'est quand même des processus complexes. À la fin, on va dire, c'est tel ravageur, c'est telle cause, etc. C'est complexe. Mais c'est presque tout le temps lié à un affaiblissement, quelque part, du fonctionnement physiologique de l'arbre. Et notamment du fonctionnement hydraulique. L'arbre, il a besoin de quoi? Il a besoin de faire de la photosynthèse pour faire des stocks. Donc, il capte du CO2. Là, c'est aussi intéressant en termes de puits carbone quand on pense à adaptation au changement climatique, enfin rôle d'atténuation, on va dire. Mais pour atténuer, il faut avoir une forêt qui est adaptée. Et il y a aussi, et il fait de la transpiration, qui, elle, augmente dans les conditions de sécheresse accrue, d'assèchement du climat. Atmosphérique notamment, mais aussi de réserves en eau qui sont plus limitées, et qui ne sont pas forcément dans les bonnes périodes de l'année. Donc en fait, est-ce que pour qu'il y ait la sève qui remonte, il y a quelque chose qui est en tension, hein, c'est plus de la pression, ça monte,
Et c'est toute cette colonne, c'est le fait que ça transpire qui permet de remonter. Donc si on a quelque part des ruptures là-dedans, des contraintes qui sont supérieures, ouais, je veux bien. Bon, il n'y en a que 3 là, et puis donc si on regarde un bilan hydrique, on a nos précipitations qui vont alimenter un réservoir. On a de l'interception, c'est-à-dire ce qui ne va pas arriver au sol, qui est capté par le feuillage, par le pied. On a en plus ce qui était gardé en liaison forte dans le sol, c'est de l'eau, liaison faible plutôt, l'eau disponible. On a des pertes par drainage et on a nos pertes par évapotranspiration. Je peux passer à la suivante. Et du coup, les risques avec une augmentation de température, ce que je vous explique, il y a une baisse de l'humidité atmosphérique, une augmentation du déficit de vapeur d'eau. Donc, une des réponses de l'arbre, de beaucoup d'espèces d'arbres, et qui le font plus ou moins bien, ça va aussi montrer qu'il y a des espèces qui sont plus ou moins adaptées selon ces stratégies, c'est la fermeture des stomates. Les stomates, c'est par là qu'il y a les échanges gazeux. Donc, une diminution de la photosynthèse, donc c'est un risque de baisse de croissance et de manque de réserve aussi pour l'année d'après, pour repartir, parce que la physio de l'arbre, c'est que ça ne bouge pas un arbre, la physiologie, elle est adaptée pour absorber un certain nombre de chocs. C'est le principe de ces réserves, etc. Mais si on en a de plus en plus au fur et à mesure des années, eh ben, il arrive un moment où on est à la rupture. Donc là, on dit en général que l'arbre, là, il meurt de soif. On va voir qu'il y a un dilemme entre il meurt de faim et il meurt de soif. Mais qu'il meurt de faim, là, excusez-moi. C'est souvent il meurt de soif. Donc l'autre risque, c'est l'augmentation de la tension sur la colonne d'eau. J'ai dit que c'était en tension, ça monte. S'il faut encore plus pomper, donc augmenter la tension pour puiser, pour amener toute la sève là où il y en a besoin, dans tout le haut pied, et qu'il n'y a plus beaucoup d'eau qui est disponible ici, et qu'il y a une transpiration qui est augmentée, liée à la chaleur là aussi, parce que pour que les tissus ne brûlent pas, et ben, il y a des risques de rupture hydraulique de cette colonne d'eau, ce qu'on va appeler la cavitation. C'est des phénomènes d'embolie, c'est des bulles, c'est des bulles d'air qui se créent dans les vaisseaux. Je vous laisse aller vous documenter là-dessus si vous êtes un petit peu curieux. Et il y aura une certaine rupture. Bon, il y a un certain nombre de canaux de sève dans le cambium, mais ça peut arriver s'il y a trop des phénomènes de cavitation qui sont trop importants. On peut arriver à la mortalité de l'arbre. Et de toute façon à son affaiblissement. Et c'est là qu'interviennent dans des zones affaiblies, en grande partie, ce qu'on va appeler les ravageurs. Ces dernières années, il y a eu des augmentations de population de scolites. Là aussi, on pourra appeler ça la régulation et des rétroactions positives. C'est que ça s'affaiblit, il y en a, il y a plus d'arbres qui sont attaqués, il y a des températures qui augmentent, il y a plus de générations de scolites la même année. Enfin, c'est des effets boule de neige. Donc voilà le dilemme de l'arbre, et ils fonctionnent tous comme ça. Ils résistent plus ou moins bien, mais ils ont tous besoin de faire de la photosynthèse, de transpirer pour amener de l'eau jusqu'en haut de l'arbre. Les plus hauts arbres, 100 mètres de haut, 110 mètres, c'est une sacrée tension qu'il faut quand même pour augmenter. Pas en France. Pas en France. Le 50 mètres, on arrive en France. On n'avait pas encore tout à fait compris comment justement il arrivait à envoyer de l'eau aussi haut. Je ne serais pas capable de répondre. C'est pas sûr qu'on sache encore le mécanisme, mais en tout cas, c'est là. Quelle est la différence entre les feuillus et les épineux par rapport Alors, les résineux, en général, les résineux, ils ne reviennent pas de la cavitation. Si, à partir d'un taux de cavitation qui est trop important, ils ne sont pas capables de refaire des vaisseaux l'année d'après. Et donc, s'il y a un taux de cavitation qui est trop important, c'est la mort de l'arbre. Alors qu'un certain nombre de feuillus sont capables de faire des vaisseaux supplémentaires. Néanmoins, il y a aussi beaucoup de résineux qui ont d'autres stratégies de fermeture des stomates, des stratégies d'évitement. C'est-à-dire que dès qu'il y a un coup, c'est en général toutes les essences méditerranéennes, dès qu'il y a une période dans l'année, ils se lancent au printemps,
Ils s'arrêtent très tôt, parce que très vite on a des conditions qui ne peuvent plus permettre. Ils arrêtent presque, enfin ils mettent en repos un peu leur physiologie, et ils la reprennent un petit peu plus tard. Ça c'est les stratégies d'évitement, mais après il y a des stratégies d'adaptation qui sont autres. Les cuticules sur les feuilles ou sur les aiguilles pour éviter qu'il y ait une trop grosse transpiration. Il y a aussi des vaisseaux, des tailles de vaisseaux, des vaisseaux du xylème, des tailles ou des compositions qui font qu'on a des essences qui sont plus ou moins résistantes. On ne peut pas complètement opposer un feuillu et résineux là-dedans. Localement, par contre, les résineux qu'on a ici, ils ne sont pas capables, à partir d'un taux de cavitation trop important, de repartir l'année d'après. Mais quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que finalement, des arbres arrivent à vivre dans des conditions sèches, et même si on prend quelque chose qui est quand même assez sensible, hein, le sapin pectiné qu'on voit dans nos montagnes, ou les chênes, et en fait, s'il pousse sur un endroit où c'est sec, il va juste avoir une hauteur assez faible, et finalement ça va faire qu'il n'aura pas toute cette eau à pomper jusqu'en haut. Mais là, la difficulté, alors jusqu'à un certain point, par exemple le sapin, ça ne supporte pas des stations très sèches, mais là la difficulté c'est qu'on lui change ses conditions de sécheresse en cours de route. On change les règles du jeu en cours de route. Il a pu pousser jusqu'à 30-35 mètres à Troncet et à faire un grand arbre, etc. Et en cours de route, la donne c'est qu'on lui donne un climat plus chaud, donc même si on lui met la même température, il y a beaucoup plus d'eau qui va s'évaporer, c'est ce qu'on appelle le bilan hydrique en fait. Même si les précipitations restent à peu près les mêmes, s'il fait beaucoup plus chaud, les besoins, ses besoins vont être supérieurs, et puis l'eau qui va lui rester quand tout sera déjà évaporé parce qu'il fait chaud, sera moins importante. Ça c'est une des voilà, mais effectivement les arbres et certaines essences en particulier, mais même toute essence ont des capacités de résister à un certain nombre de choses, quoi. Le problème, c'est quand ça change en cours de route et quand la survenue d'événements est trop rapprochée. Exactement. Bon. Oui. Parallèlement, l'impact de la foi, c'est un groupe d'arbres à un arbre, mais comment résiste un groupe d'arbres par rapport à un arbre isolé, par exemple? Alors, là on va rentrer dans des... La couverture du sol... Alors, l'avantage, il y a un effet... c'est des choses en plus qui sont... Alors, il y a des projets de recherche qui se lancent là-dessus, mais ce n'est pas des choses qui sont encore très étudiées. Ce qu'on a étudié en partie sur le bilan hydrique de l'arbre, c'est comment on joue en sylviculture sur la densité des arbres, sur une parcelle, à l'hectare, pour aider à la gestion de l'eau. Il y a une amélioration du bilan hydrique si on a moins d'arbres sur la parcelle, ce qui paraît assez logique, parce qu'on va avoir moins de pompes à eau. Néanmoins, déjà c'est ténu parce qu'il faut jouer, plus on lui laisse la place, plus il va la prendre, donc plus il va faire du feuillage, donc plus ça va devenir une grosse pompe à eau, donc plus sensible parce qu'il a besoin finalement de plus d'eau, donc là il faut faire attention. En sylviculture c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Sinon, ils vont tous se resserrer et on va avoir des grosses pompes à eau partout. Ça ne va pas non plus. Et je ne sais plus exactement où je voulais en venir. Donc sur cette densité, mais ça n'améliore pas forcément ce qui a été étudié, c'est qu'il n'y a pas, pour l'instant, on ne voit pas des effets sur la mortalité, mais c'est encore mal étudié. Ce qu'il faudrait voir, et intuitivement, c'est quand même ce qu'on pense, c'est quel est le lien avec l'ambiance forestière, la fraîcheur. Et là, il y a des données intéressantes. Je te laisserai les données. Mais en sylviculture, il y a des choses qui vont être lancées, mais pour l'instant, c'est pas très... Et là, effectivement, il y a des données intéressantes. Pour la faire simple, c'est des chercheurs qui ont mis des thermomètres, des thermohygromètres même, c'est-à-dire la température au sol que connaît la plante, et l'humidité. Ils en ont mis en forêt, ils en ont mis hors forêt, dans des conditions comparables, parce que bien sûr, si on met un thermomètre sur un glacier et un autre dans une forêt méditerranéenne, on ne comprendra pas la même chose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sous nos latitudes, la température en sous-bois, alors je vais vous dire ça, vous allez dire, bah oui, évidemment, alors ça on l'avait deviné, quand il fait chaud l'été, on va en sous-bois, c'est plus frais. Bon, et ben la moyenne, il y a 3 degrés en moyenne, 3 degrés de moins en sous-bois, il fait 3 degrés plus frais en sous-bois qu'à l'extérieur. Et dans certains cas, c'est même plus sans doute, parce que quand il y a des effets, par exemple, de coupe à blanc en forêt,
il y a des effets d'augmentation de la vitesse du vent qui font que c'est assez chiant et enfin, que c'est qu'il reste sans doute des effets un peu plus forts. Mais en gros, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que jouer sur par exemple des jeunes plants d'arbres, on sait faire, hein, régénérer les arbres par petites trouées et faire que les jeunes arbres soient bénéficient de l'ombrage des autres et de l'ambiance microclimatique, rappelez-vous les 3 degrés favorables, ça on sait faire. Si on coupe tout d'un coup et qu'on replante des jeunes arbres dans un désert, hein, la comparaison de tout à l'heure, vous vous retrouvez avec les petits arbres qui en moyenne ont 3 degrés de plus à supporter, et donc en plein cagnard vous imaginez que c'est pas 3 degrés, c'est sans doute beaucoup plus. Moi, je pourrais poser une question aux forestiers. Est-ce que les forestiers qui autrefois faisaient des plantations monospécifiques commencent à penser à les diversifier et associer Alors, autrefois c'était la rentabilité et on va aller... alors, je parlerai de la forêt publique, parce que dans les stratégies de forêt publique, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment, comme on a un certain nombre, je vais les mettre pour illustrer, je suis désolé. J'avais pris un peu large, hein, beaucoup de choses. Je pourrais donner quelques exemples dans la forêt privée aussi. Je ne suis pas du CRPF, je suis du conservatoire botanique, mais des choses qu'on peut voir, d'autres exemples de choses qui peuvent se faire. J'espère. Juste pendant qu'ils cherchent, l'histoire aussi de l'orientation vers le monospécifique et la production, c'est qu'en fait après la Seconde Guerre mondiale, il y avait très très peu de forêts et qu'il a été créé un outil qui était uniquement fait pour reboiser et en grande quantité. Alors pour info, ça a marché quelque part parce qu'il y a du bois assis en ce moment qui date de ces époques-là. Mais après l'effet dévastateur, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été plantées parce que ça pouvait pousser et assez facilement, c'est l'épicéa. Mais l'épicéa, après on reboucle avec ce qui a été dit, c'est qu'en fait, il n'est pas tout à fait dans sa zone d'origine, donc il a plus de mal à supporter un certain nombre d'évolutions, mais c'est pas d'aujourd'hui. Effectivement, juste pour revenir sur l'épicéa, on a vu les grands titres des journaux, à la télé, l'épicéa qui dépérit en plaine. L'épicéa, c'est une espèce qui pousse en haute montagne normalement. Donc en fait, même sans changement climatique, c'était évident qu'à un moment donné, les épicéas en plaine, comme on peut dire dans le langage forestier, ils n'étaient pas en station. Donc ils allaient avoir des problèmes. Et donc effectivement, alors, en partie, c'est un peu vrai aussi pour le sapin à basse altitude. Le sapin pectiné, c'est une essence autochtone d'ici, locale, mais il a eu tendance à être favorisé pour faire... Pour faire simple, en montagne, du sapin pour faire des planches, des mâles, marines, etc. Plutôt le hêtre pour faire du bois de chauffe, historiquement. Et donc on a eu tendance, au fil des siècles, à favoriser beaucoup le sapin, y compris à des altitudes où il aurait dû être en mélange avec du hêtre, voire même quasiment minoritaire par rapport au hêtre, qui lui... naturellement, il s'installe dessus. C'est ce que j'allais dire. Le sapin, en plus, lui, il se déplace peut-être un peu plus vite que les bouleaux de tout à l'heure, mais il a quand même tendance à descendre très bas en altitude. Et par contre, dès que ça se réchauffe, il n'est plus du tout adapté, donc ça meurt. Et c'est pour ça que vous avez dans la vallée de l'Allier des hectares et des hectares de sapinières qui rougissent en ce moment. Je reviens sur les forêts, enfin, ce qu'on va prendre par rapport aux forêts monospécifiques. Bon, ça c'est les choix sylvicoles en forêt publique face au changement climatique. Qu'est-ce qu'on oriente? Vers des grandes orientations, des larges, en fait, parapluies ou parasols, parce qu'on est quand même dans un climat d'incertitude. On ne sait pas quelle essence, comment ça va se passer exactement au niveau climatique, la réponse sociétale, il y a des interrogations scientifiques, des interrogations sur l'adaptation des espèces aussi, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qu'on n'a pas encore observés qui vont permettre, donc il y a beaucoup d'incertitudes. Donc il y a un certain nombre de grandes orientations qui sont un peu des parapluies ou des parasols quand on est dans le cas du changement climatique, qui nous permettent de donner une orientation, et une d'elles, c'est la diversité. Forcément, face à l'incertitude, c'est jouer sur de la diversité et jouer sur des diagnostics. Donc, je vais vous demander, juste parce qu'on va voir, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'était pour illustrer, j'ai des diapos un peu partout, mais nos grands principes, ils sont ceux-là. S'inscrire dans une démarche d'adaptation en évolution climatique, c'est-à-dire prendre le facteur climat et adaptation présent et futur dans nos diagnostics, donc choisir nos essences qui sont adaptées actuellement et au climat futur. Quand je dis choisir, c'est favoriser l'essence qui peut être en place ou implanter une nouvelle essence, ou les deux, même les deux. Diversifier les approches, laisser s'exprimer la dynamique naturelle également, parce qu'encore une fois dans cette incertitude, j'ai des sapins qui dépérissent, mais peut-être pour des causes, ils sont très grands, mais
potentiellement le sapin reste encore dans sa niche écologique, donc je vais essayer d'en garder, mais peut-être favoriser une autre essence qui est susceptible d'être plus en mélange et d'être plus résistante à la sécheresse. Voilà, il y a un certain nombre, veiller à la protection des sols, très très important, c'est le réservoir physique, et on voit l'analogie avec l'agriculture, réservoir physique et réservoir en eau. Le support physique et le réservoir en eau. Ça va être, et en plus du carbone, enfin il y a plein de côtés positifs à protéger nos sols. Un agriculteur, il ne passe pas dans ses sols à n'importe quel moment de l'année. C'est pas encore ce qu'on fait en forêt. Et comment vous jugez le risque de disparition de fertilité des sols forestiers via le prélèvement du bois? Justement, est-ce qu'on est en capacité d'estimer ce manque de fertilité sur 3-4 générations d'arbres? Je partirai encore sur la forêt publique. Je ferai que de la forêt publique, globalement, je ne vous en cache pas. Il y a les documents, il y en a un paquet qui sont transversaux, qui sont forêt publique, privée. Il y a un certain nombre, en forêt publique, tout ce qui est en dessous de 7 cm de diamètre, les branches doivent rester au sol. Sauf exception si elles sont vendues. Ça peut arriver. Et c'est quand même là où il y a le côté, c'est dans les rameaux de l'année, etc., qu'il y a la richesse minérale, principalement. Et on a des guides en fonction de la station dans laquelle on se trouve, de la sensibilité à l'export minéral, c'est-à-dire à l'export, et qui nous donnent des règles, dire si je suis une station très acide, pas riche du tout au niveau minéral, j'ai interdiction de faire de l'export minéral. Si c'est un peu mieux, j'ai une fois dans la vie du peuplement. Voilà. C'est ce genre de règles, c'est le diagnostic, alors c'est les recommandations du guide Gerboise et le diagnostic insensé, on pourra aussi en discuter en aparté si vous voulez. C'est des choses qui existent, et ça c'est fait par l'ADEME, c'est transversal. Donc il y a des recommandations. Pour Quelle est rebondir sur ces points. la proportion de forêts privées par rapport aux forêts publiques? Alors en Haute-Loire c'est l'ordre de 90-10, c'est 10% de forêts publiques et voilà. Alors C'est combien? C'est 80. entre 80, alors 15%, j'aurais dit un peu moins. Alors, en France c'est 25% de forêts publiques et 75% de forêts privées. Vous n'avez aucune prise sur la gestion de ces forêts privées? Ah, pas à l'ONF, sauf si la forêt privée elle est mise en gestion par le propriétaire à l'Office national. Ça s'appelle les consorts d'IFRED, mais sinon non. On a le rôle de lobbying en tant que représentant de la forêt publique. On a le rôle de lobbying auprès des ministères, voilà, pour toutes ces. Donc là, il y a 25% et 10%. Ouais, un peu plus de 10% sur la Haute-Loire. C'est 80-20, 80. Par rapport à la question sur l'exportation, il avait été historiquement les bois quand ils étaient coupés, les corsages se faisaient en forêt. Avec les planes, il y a 30 ans, ça existait. Mais il avait été estimé à l'époque qu'il y avait un gap de 10%. Le fait que les bois partent écorcés, il y avait un gap de 10% qui ne revenait pas dans le sol grâce aux écorces quand elles restaient sur place. Donc c'est vrai que c'est pas innocent. Et comme le disait Médéric, sur des problématiques de sol granitique comme on peut en avoir en margeride, ça a vite un impact en fait. Si on exporte toute la matière, c'est évident que le retour se fait plus. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez pu voir évoluer en forêt. Alors souvent, la réaction c'est, dis donc, qu'est-ce qu'il fait le forestier? C'est drôlement le bazar dans sa forêt, il pourrait quand même nettoyer. C'est sale, on peut plus remplacer les champignons. Alors c'est sale en forêt, généralement c'est bien. Encore mieux, il y a des arbres morts, pas tous, si tous les arbres sont morts, c'est mauvais signe. S'il y a des arbres morts qui restent à droite, c'est peut-être même à cause du forestier, et des fois même, il fait exprès de les garder. Pourquoi? Parce que d'un point de vue fertilité, on essaye de ne pas, c'est ce qu'il expliquait, de ne pas enlever toutes les petites branchettes qui sont les plus riches en minéraux. En plus, ça peut permettre de protéger le sol quand les machines circulent. On essaye d'en garder aussi, alors ça c'est les petites branchettes plutôt pour la fertilité, et les bois morts de plus gros diamètre, c'est en partie pour la fertilité, mais c'est en partie aussi pour les espèces. Parce que là, on n'a pas parlé de biodiversité beaucoup, on a parlé un peu de l'impact du changement climatique sur la biodiversité, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une bonne partie de l'impact sur la biodiversité qui est liée à d'autres choses que le changement climatique. Et qui peut être aussi lié à des choses qu'on va faire au nom du changement climatique. Donc, regardons comment la forêt était il y a 200 ans. Il y a 200 ans, il y avait 10% de forêt ici, quasiment plus rien. Et un gros arbre, ça devait sans doute être à peu près ça, puisque il n'y avait pas de pétrole. Et qu'est-ce qu'on avait pour se chauffer, pour faire les forges, pour chauffer les grandes villes, pour les verres villes, pour à peu près tout?
et ben c'était le bois. Donc du coup on allait en forêt pour récolter à peu près tout, même les petites branchettes, etc. Et ça pouvait, voire même récolter la litière pour en faire dans les étables. Et donc du coup ça posait problème. On sait que c'est des choses qu'on n'a pas forcément. Et effectivement il y a eu une évolution des pratiques. Après ça il y a eu un peu une déprise, beaucoup même. On n'a plus fait grand chose. Après il y a eu plutôt une approche plus forestière où on avait tendance à enlever les vieux arbres, les arbres morts parce qu'on croyait que ça allait faire venir la vermine. C'était ce qui se disait dans les années 50 encore. Hein, Et aujourd'hui, les naturalistes, moi je suis écologue à la base, hein, je ne l'ai pas expliqué, et les forestiers, on prend conscience de tout ça. Et ce qu'on essaie de faire, c'est un peu dans le sens de ce que tu expliques, c'est de mieux comprendre les processus naturels et de mieux s'appuyer dessus. Donc c'est pour ça, c'est parasol, c'est pour mieux comprendre. Je t'ai coupé en cours de présentation. Mieux comprendre où on est, c'est quoi la station, quelles peuvent être les causes de ce qu'on observe, et surtout faire preuve. Je suis un peu pédologue aussi, donc l'humus c'est pas mal, et ça nous rappelle l'étymologie du mot humilité. Et alors ça, l'humilité, parce qu'on va faire des choses spectaculaires, on va aller pulvériser des trucs dans l'atmosphère, mettre construire un parasol géant qu'on achètera chez Casto. Il y a des choses aussi qu'on peut faire en observant la nature que vous faites en tant que jardinier, et qui peuvent marcher. Et je te redonne la parole pour... mais c'est un peu par rapport à ces histoires de bois, c'était un peu là-dessus que je voulais rebondir. Donc on laisse du bois mort en forêt. Moi, je vais être un peu provocatrice. Alors, je suis absolument époustouflée qu'il n'y ait que 10% de la forêt. 15%, on peut transiger à 20. Bon, c'est pas voulu contredire complètement. Il y a pas très longtemps, il y avait beaucoup de forêts communales. C'était l'organisation. Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Plus. Le foncier n'a pas évolué. Peu importe. Ça veut dire que sur le plan global, quand nous disons que nous voulons agir sur le climat, si nous voulons agir ici, localement, sur ce contexte forestier de la Haute-Loire, à nos députés qui vont être élus, vous leur posez le problème si on ne peut pas nationaliser les forêts privées. Ils vont dire, non mais pourquoi pas. Moi je défends la gestion en forêt publique, donc j'ai pas de problème avec ça comme proposition. Moi je suis à la retraite. Mais attention, en forêt, dans tout ce qui est stratégie bas carbone, attention là exactement à l'humilité dont on parlait tout à l'heure, la stratégie nationale bas carbone, elle demande à augmenter le puits de carbone forestier, parce que ça stocke du carbone forestier. Donc pour jouer ce rôle d'atténuation, et ça ce soit en forêt publique ou privée, il y a des aides pour faire certaines choses. Voilà, donc ça c'est indépendant c'est indépendant finalement du type de propriété. C'est des choses qui sont... Non, c'est indépendant. Il y a des propriétaires privés qui déposent des dossiers dans ce cadre-là. Après, dans les rôles d'atténuation, il faut que ce soit une forêt adaptée. Hein. C'est là où c'est pas facile. C'est-à-dire si une forêt n'est pas adaptée, elle ne stockera pas de carbone. Hein. Si c'est pour qu'elle crève dans 10 ans, ça ne stockera pas grand-chose. Donc on est bien d'accord que pour que la forêt joue son rôle d'atténuation, il faut qu'elle soit vivante. Donc il faut surtout réduire les émissions de gaz à effet de serre globales pour avoir tendance à avoir des forêts où il y a une certaine continuité écologique. Oui. Pour rester un peu dans la polémique, puisqu'on parle de l'ONF et l'ONF c'est un service public, et comme tous les services publics, malheureusement depuis des décennies, on leur enlève des moyens. Il y a eu des grèves chez les forestiers, il s'est passé plein de choses. Donc en fait on a un discours où l'ONF fait plein de choses pour nos forêts, mais en fait dans les faits on leur retire des moyens, on leur impose des orientations qui ne sont pas forcément ce qui est recommandé par d'autres. Donc c'est pas exactement. Oui, enfin on peut dire que dans tous les services publics malheureusement, l'ONF on leur retire des moyens au lieu d'augmenter les capacités, d'embaucher des gens, d'avoir donc voilà, on va quand même à l'encontre malheureusement de ce qui pourrait être fait pour. Je suis d'accord avec vous. Non mais il faut le dire parce que l'ONF ça se fait, mais malheureusement on connaît vos conditions et moi j'ai suivi un peu les grèves etc.
Et bon, tout le monde n'est pas au courant de ce qui peut se passer en fait au sein du service public, quoi. Quelque chose qui est important de savoir, c'est qu'on voit des fois, alors si souvent les images associées à la déforestation, vous allez voir une abatteuse, ou alors on a l'image du forestier qui va couper le bois, etc. Le rôle du forestier à la base, c'est d'essayer de ménager la chèvre et le chou, ou alors anciennement la chèvre et le jeune hêtre, ou le jeune sapin, pour pas qu'il soit bouffé. Le mouton plutôt, parce que la chèvre bouffe tout. Et du coup, effectivement, qu'est-ce qu'on... Comment dire, la gestion forestière, c'est pas forcément faire des choses très visuelles, très comment dire, révolutionnaires, tout couper sur 35 hectares, tout replanter en sapin du Nevada ou je ne sais quoi. Ça peut être juste déjà commencer par réfléchir à ce qu'il faut faire. Et c'est ce qui présente. Donc c'est vrai qu'effectivement, en tant qu'acteur de l'environnement, moi je peux. En tant qu'acteur de l'environnement, moi j'ai effectivement besoin de heureusement, forestiers. ils le font encore quand même, les collègues. Oui, je sais, c'est bravo. Ouais. Donc effectivement, on a besoin d'acteurs dans la forêt, et de forestiers en forêt publique, mais aussi en forêt privée. Et alors là, les collègues du CRPF, le Centre régional de la propriété forestière, qui sont donc 90% de la surface. On a un tiers de la surface départementale qui est en forêt privée. Je ne sais même pas s'ils sont 10 sur la Haute-Loire. Bon. Donc du coup, en fait, le truc, c'est que la forêt privée, c'est un nombre incalculable de petits propriétaires. Et la plupart de ce qui se passe en forêt privée n'est pas prévu, organisé, etc. La personne découvre qu'elle a une forêt, elle ne connaît pas forcément. Et on va lui proposer une somme pour lui acheter son bois, donc elle va la vendre. Et effectivement, il faudrait, alors, dans ce qui réfléchir à ce qu'on va faire, c'est pas forcément, je vous disais, faire des choses très violentes en termes d'écosystème, tout remplacer par d'autres espèces complètement différentes, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de forestiers pour pouvoir réfléchir à tous les besoins de la société, quoi. Il y a un de tes collègues, Laurent Latulière, qui met souvent la petite illustration avec le forestier, et puis au milieu du rond-point, il y a tous les usagers, tous les besoins, l'industrie qui lui demande de sortir du bois, la société qui lui demande qu'on puisse se promener, mais aussi faire du VTT, du cheval, chasser, méditer. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses à... Oui. Sinon, je veux bien, sauf s'il y a des questions un peu sur ce sujet-là, passer un peu sur des, entre guillemets, solutions. Alors attention au solutionnisme, je crois qu'on en a parlé avec un peu l'humilité, mais des possibilités, en tout cas des pistes, des leviers d'adaptation de nos forêts au changement climatique. Donc pour essayer de les faire dans la continuité, pour essayer d'accompagner... Comment ? On se donne 10 minutes. D'accord. Pour accompagner les écosystèmes. Donc on l'a vu, je pourrais montrer certaines cartes avec des outils de projection climatique qu'on a, de compatibilité de modèles de niche. Je peux peut-être descendre beaucoup. Tu m'arrêtes. Ouais, je te dirais, tu peux y aller. On va un petit peu encore en dessous, ça passe, stop, ça. Est-ce que tu peux remonter un tout petit peu? Ça, c'est notre outil Climessence, ça c'est une plateforme web, hein, vous pouvez y aller. Je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement, mais on peut voir selon des horizons temporels, là j'ai mis 2070, 2050-2070, et selon le scénario, le RCP, donc c'est les anciens scénarios du précédent rapport du GIEC, mais on en a parlé de tout à l'heure, et selon certains modèles, les projections, les modèles de niche des essences. La niche, c'est des niches climatiques. Où telle ou telle espèce peut pousser. C'est ses conditions de vie là où elle peut prospérer. Donc là, on voit actuellement ce qui est en vert, c'est là où le sapin est adapté, et dans sa niche climatique. Et en fonction de la sévérité des scénarios et modèles, c'est l'épicéa, mais c'est pas grave, ça donnera à peu près la même chose pour le sapin. C'est pas grave. On a la répartition, l'aire écologique, la niche climatique, excusez-moi, l'aire climatique, qui diminue jusqu'à, bon, ça c'est un scénario, c'est le pire du pire, hein, il y aura probablement autre chose qui arrivera, il y aura d'autres contraintes. Hein. Bon, voilà. Mais ceci dit, faut pas les exclure non plus complètement. Hein, et donc, à partir de ça, ça monte quand même, ça plus la vitesse de migration des espèces arborées qu'on sait, en tout cas de ce qu'on a observé, qui est
assez limite par rapport à... en moyenne, c'est 10 fois plus lente que la vitesse de réchauffement climatique. Donc ce besoin d'adaptation, il va se faire par différents leviers. Déjà, il faut gérer les peuplements en place, qui sont les peuplements sains, etc. Donc là, il y a toutes les pistes, et une pour continuer à faire de la multifonctionnalité, donc aussi utiliser le matériau bois pour tous ses intérêts, aussi stockage carbone de matériaux. Il faut aussi produire du bois, mais pas que, il y a toutes les autres fonctions de la forêt. Il y a bien la nécessité de faire de la sylviculture, là où on peut. Donc là, c'est comment on l'a fait. Est-ce qu'il faut un truc de très continu pour éviter des à-coups, pour éviter... Une coupe, c'est toujours un stress pour un arbre, pour une forêt. Donc faire des choses assez souples, assez voilà, jouer sur la densité, suffisamment souvent pour que ça ait un vrai impact, mais pas trop à chaque fois pour qu'il n'y ait pas ces stress. Donc ça, c'est plutôt sur la conduite de peuplement. Peut-être mener des arbres, on sait un petit peu limite, je sais pas, du sapin à 800, 900 mètres, peut-être le couper quand ils vont faire 45 en essence objectif, en diamètre objectif, et un peu plus jeune, plutôt que quand ils vont faire 50-55, tout en gardant ceux qui font très gros pour d'autres raisons, biodiversité notamment. Voilà, il y a ces pistes-là pour la conduite de peuplement, mais il y a le besoin d'amener du nouveau matériel forestier de reproduction. Des nouvelles essences, des nouvelles provenances, faire migrer favoriser des essences qui étaient peut-être qu'on ne favorisait pas en termes de bois, mais qui semblent mieux adaptées. Et donc là, le levier le plus important, ça reste le renouvellement. Le renouvellement, et là, il y a toute la palette des possibles dans le renouvellement. La régénération naturelle, si c'est une essence qui est déjà adaptée, on fait jouer la sélection naturelle, donc on espère la même essence un peu plus adaptée. Alors ça, si on est dans les cas critiques, ça risque d'être un petit peu insuffisant. Favoriser d'autres essences dans la régénération naturelle qui nous semblent les mieux adaptées. Enrichir avec des essences qui vont locales, on va commencer par locales ou autochtones, qui semblent là encore mieux adaptées, en tout cas qui ont des résistances à la sécheresse avérée plus intéressantes. La génétique forestière travaille là-dessus en fait, parce qu'il y a des réservoirs génétiques. Plus c'est hétérogène au niveau génétique, plus ça a de chances de s'adapter. Et donc l'INRA, dans leur département génétique forestière, travaille là-dessus. Et là, dans le cadre d'un projet européen sur le changement climatique il y a une dizaine d'années, l'INRA avait travaillé sur tous les pins sylvestres d'Auvergne. Il y a effectivement dans des populations d'Auvergne, des peuplements d'Auvergne, une richesse génétique pas exceptionnelle, suffisante pour imaginer que ces peuplements-là puissent s'adapter à des conditions changeantes. À l'inverse, si je prends l'extrême inverse, un clone de peuplier, le clone de peuplier, lui, survivra pas, c'est clair et net. Donc il y a joué sur encore plus favoriser cette diversité génétique des essences en place, et il y a possiblement faire de ce j'ai commencé à parler tout à l'heure, de la migration assistée d'essences qui sont dans un continuum écologique. C'est un cas, on pourra aller dans un cas encore plus drastique, c'est-à-dire faire migrer des essences du pin noir, on en a des essences autochtones, pin de Salzmann en Ardèche, qui est apparemment très résistant aux conditions de sécheresse. Et peut-être l'introduire par petits îlots ou en enrichissement dans une matrice d'autres choses pour avoir cette essence-là qui permettrait d'avoir une continuité, c'est du résineux, ça pourrait faire des boîtes de structure par exemple, pour avoir cette nouvelle essence. C'est des projets ou c'est déjà en... Non, ça c'est déjà par exemple, ça on a déjà le droit de le faire et c'est déjà lancé. Après, le cèdre, bon, faut faire attention avec le cèdre aussi, il y a d'autres problématiques. Là encore, Risque incendie. Comment ? Risque incendie, il y a des pathogènes. Est-ce que tu peux remonter où est-ce que je l'ai ? Attends, je vais le chercher. Pour bien vous dire qu'on ne fait jamais n'importe quoi. Encore une fois, des diagnostics au cœur des choix sylvicoles. Pour moi, c'est primordial. Voilà. Voilà, à chaque fois quand on va réfléchir, autochtone, alloctone, les différences, on va toujours intégrer la partie climat, la partie station, c'est le sol, l'exposition, la topographie, c'est tout ça à la fois, et il y a aussi une partie climat dans la station, et l'essence, et notamment son autre écologie, c'est-à-dire son comportement, sa physiologie face à ses besoins. Et là où on doit aller chercher, c'est où tout match, quoi. C'est là où on a tout qui se rassemble, et ça semble une stratégie, c'est toujours un choix, hein. On fait des choix
sur 80, 100 ans, c'est toujours un choix, c'est toujours une stratégie, mais ça semble quelque chose de plus intéressant. Donc jouer à la fois sur ma diversité, mais si j'introduis quelque chose, introduire quelque chose qui matche ici. Voilà. C'est complexe, hein, il y a encore la biodiversité, il faut jouer avec tout ça. Donc j'ai parlé de la migration assistée, donc celles qui sont dans des continuums écologiques. Je prends juste un exemple et puis je te laisse la parole. Par exemple, nos sapinières, elles souffrent. On pourra en parler aussi avec Benoît, je sais qu'on a des fois ces débats. Il y a un continuum écologique des sapins méditerranéens dont fait partie la Bies alba, le sapin pectiné, où on a des essences qui sont partout autour du bassin méditerranéen et qui sont plus résistantes à la sécheresse. C'est le même genre, ils s'hybrident. Donc, est-ce qu'il y aurait, si on souhaite une continuité écologique, parce que si on garde le même genre avec des choses qui s'hybrident, on a une chance d'avoir un écosystème qui est assez proche, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt de jouer avec ces sapins méditerranéens aux endroits où on voudrait toujours faire de la production de sapins? Voilà. C'est ce genre de piste. Excuse-moi. Oui, je voulais me demander, actuellement, en région Auvergne, combien d'espèces exotiques ont été introduites ou sont en test? Alors déjà, il faudrait définir. Benoît dira qu'il y a une définition. Une espèce exotique, c'est facile, c'est une espèce qui est ici parce qu'on l'a introduite intentionnellement ou accidentellement. Et parmi celles-là, il y a celles qui sont introduites depuis, en gros, avant la colonisation d'Amérique par les Européens, et celles qui, alors par exemple, le châtaignier, c'est le cas, il a été introduit mais il y a très longtemps, déjà les Romains l'utilisaient. Et la majorité des autres espèces, c'est depuis, et donc c'est des espèces qui viennent, par exemple, le Douglas. Ça vous parle, j'imagine? C'est une espèce qui arrive d'Amérique du Nord, et donc ça, c'est la définition. Donc, en proportion, en surface couverte, c'est plutôt des espèces autochtones qui dominent nos forêts très largement. Après, en nombre d'espèces, si on prend par exemple l'arrêté LFR qui donne la liste régionale des espèces qu'on a le droit à la plantation, les 2/3 sont des espèces exotiques. Après, ça ne veut pas dire que les 2/3, que chacune est utilisée pareil. On va dire qu'il y a quelques espèces phares qui sont utilisées par, on va dire, habitude et engouement économique actuel, dont le Douglas. Étrangement le mélèze. Douglas apparemment a des gros soucis en Auvergne, à mourir. Dans le jeune âge, ouais. Dans le jeune âge, en adulte, il se comporte encore mieux il se comporte pour l'instant mieux que les autres face aux aléas climatiques, mais peut-être aussi parce qu'il n'y a pas tout son cortège écologique de ravageurs et tout ça. Il faudra faire attention s'il y a la cicidомie, c'est sa mouche, etc. qui arrive, là, qui est en Belgique. Ouais, bon, voilà, il faut faire attention. Je reviens sur les plantations. La majorité des plantations se font naissance en forêt publique, se font naissance à l'octone, par rapport à cette définition. Néanmoins, la plantation, c'est de loin, on utilise largement plus la régénération naturelle que la plantation. Mais de l'ordre de... encore avant les derniers dépérissements et le plan de relance, je t'aurais dit de l'ordre de 95,5, on plantait quasiment plus. Là, faudrait que je te dirais des bêtises, mais ça a augmenté, mais on est encore très largement, plus de 80-90% sur la régénération naturelle. Et quand on implante des essences, des plantations, qu'elles soient autochtones ou alloctones, on essaye aussi de ne pas le faire en monospécifique de grande surface, plutôt dans l'enrichissement, dans des compléments, dans des trouées, dans des peuplements, voilà. Mais par contre, ce qu'on plante, effectivement, c'est plutôt des sur les essences introduites, la part de semis et de plantation. C'est quoi? Comment? De semis, entre les semis et les plantations. On fait quasiment pas de semis. Pas de semis? Non, très peu. Non, mais je voulais dire de semis naturel, de régénération naturelle? Non, de semis à la volée. Le semis à la volée, c'est quelque chose qui a été employé avec succès au 19e siècle, quand il s'agit de reboiser la France, qui était en train de se désertifier, si on veut, et ça se faisait, mais aujourd'hui, plus trop. Mais tout petit peu sur des serres, c'est expérimental parce que ça a marché dans le sud, dans les Alpes du Sud. La part des plantations d'exotiques, c'est toujours où? Alors là, c'est le constat en forêt publique. En forêt privée, je ne sais pas, mais parmi les dispositifs d'aide, l'essentiel des aides vise à de la plantation et c'est le Douglas qui est de loin le plus utilisé. Donc après, c'est sûr qu'il y a, en fonction d'où on se place, des fois les plantations, c'est pas forcément des surfaces, c'est pas forcément dominant, les essences exotiques sont actuellement pas dominantes,
et dans ce qui visuellement se fait et là où on investit, enfin je sais pas, il faudrait définir qui exactement, mais juste un truc, en forêt, un exemple en forêt privée, il y a quelques jours j'étais avec une gestionnaire forestière qui, pour la propriété de sa cliente, repérait tous les, alors c'est dans la sapinière, à 900 mètres d'altitude, et elle repérait tous les châtaigniers, tous les chênes, elle leur mettait un beau trait de peinture bleue, et elle tâchait de les protéger, d'éliminer les sapins qui leur font vent, pour les favoriser, pour à l'avenir faire qu'ils soient, ça peut être dans les solutions, ça fait partie de choses qui sont faites aussi à l'office. Mais... Et en dehors des forêts, il faut penser aussi à toutes les possibilités qu'on a de planter au niveau des communes, quoi. Je veux dire, dans les villes, il faut penser à la végétation dans les villes, quoi. Arrêter l'artificialisation des sols, les limiter et planter. Donc c'est en pensant globalement, pas juste les forêts, mais globalement, il y a beaucoup à faire au niveau de l'alimentation. Vous me donnez une transition parfaite, parce que la conférence qui suit, c'est l'ancien directeur des services techniques de la ville de Nantes, qui est exemplaire en matière de végétal dans la ville. Donc elle attaque, je sais plus mon nom, mais elle attaque à 16h30, donc on va lui laisser. Mais vous avez le temps de vous désaltérer et vous pouvez revenir. C'est une ville exemplaire.